On va commencer en parlant de ce refus d'obtempérer qui a eu lieu dans le Finistère. Ce sont 7 gendarmes en tout qui ont été agressés, 5 qui sont plus sévèrement blessés. Laurent Nunez, sur les réseaux sociaux, a expliqué que 4 personnes avaient été interpellées, dont un multirécidiviste sous mandat d'arrêt. On regarde d'abord les faits avec Régine Delfour. Les dégâts sur le véhicule de gendarmerie témoignent de la violence de la collision. 5 gendarmes ont été blessés. Dans la nuit de samedi à dimanche, une patrouille de gendarmerie contrôle un individu qui urine contre un véhicule à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère. L'homme retourne à sa voiture et démarre tout feu éteint. Les gendarmes constatent que le véhicule a été volé il y a 6 jours et intiment l'ordre au conducteur de s'arrêter. Mais ce dernier prend la fuite et emprunte une 4 voies à contresens. À son bord, 4 individus bien connus des services de justice, comme nous le détaille le lieutenant-colonel Benoît Pierre. Un était sous mandat d'arrêt, un deuxième était recherché pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de 42 mois pour des faits de violence aggravée, association de malfaiteurs. Le conducteur roule ensuite sur une route de campagne et s'immobilise dans un champ. 2 des passagers sont interpellés, mais non sans difficulté, comme nous le précise le lieutenant-colonel. 2 individus cherchant à fuir, un était armé également d'une arme blanche et a menacé les gendarmes avec un poignard avant de pouvoir procéder à son interpellation. Le conducteur percute un véhicule de gendarmerie, reprend sa fuite et avance dangereusement vers d'autres gendarmes. Au total, 11 gendarmes ont été engagés pour arrêter ce chauffard dans sa course folle. Voilà pour les faits avec vous, Juliette Sadat. On va aller un peu plus loin. Justement, est-ce qu'on peut faire le point sur ces refus d'obtempérer? On rappelle que c'est environ 25 000 par an de refus d'obtempérer. Oui, on a eu les derniers chiffres concernant l'année 2025. Ce sont des chiffres provisoires communiqués par le ministère de l'Intérieur. Ils sont à consolider dans les prochains mois. Il y aurait en effet une augmentation de plus 9% entre janvier et septembre 2025 par rapport à la même période l'année dernière. En 2024, près de 25 000 refus d'obtempérer ont été enregistrés. C'était une légère baisse par rapport à 2023. On compte un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, sachant qu'il y a une grosse proportion d'entre eux qui mettent la vie d'autres usagers de la route en danger. L'année, évidemment, qui a battu tous les records, c'est 2021, avec près de 28 000 faits recensés sur un an. Et on rappelle ce chiffre extraordinaire, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, avec évidemment des circonstances aggravantes. Dans 9 cas sur 10, ceux-ci mettent en danger d'autres usagers de la route, précisait le service statistique du ministère de l'Intérieur cette année. Merci pour toutes ces informations, Juliette Sadat. Jacques Morel, ce que l'on voit malheureusement, c'est un double phénomène. D'abord, une augmentation de ces refus d'obtempérer et surtout une violence qui gagne en intensité, avec maintenant de plus en plus souvent, dans les cas qu'on égrène sur ces plateaux, la volonté véritablement de s'en prendre aux forces de l'ordre, d'engager une course-poursuite pour très clairement aller blesser, voire tuer des forces de l'ordre. Oui, tout à fait. C'est ce qu'a bien décrit le commandant de groupement, si vous voulez. C'est invraisemblable qu'une affaire comme ça s'est passé, n'ait pas entraîné des victimes plus graves que malheureusement, toutes mes pensées vont aux gendarmes qui sont blessés, mais vous imaginez une voie express la nuit avec des gens qui remontent tout feu éteint à contre-courant. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir plusieurs percussions par d'autres voitures. Le problème, il est qu'à partir du moment où vous intervenez et que vous apercevez que le véhicule qui est pris en chasse, il est signalé volé, vous pouvez difficilement arrêter, parce qu'on dit qu'il faut arrêter la poursuite, mais si ce véhicule, 1 kilomètre plus loin, il percute une famille en prenant la fuite, on dira les gendarmes ou les policiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé partir cette voiture. Vous partez dans un engrenage. Alors là, heureusement, il y a un centre opérationnel qui a bien réagi. Il a envoyé des renforts sur place, donc les gendarmes se sont retrouvés quand même en force. 11 gendarmes pour interpeller 4 personnes. Ça peut paraître surdimensionné, mais ces gens-là sont armés. Ils n'hésitent pas à menacer de mort. Ils percutent les voitures gendarmerie. Il y a 3 véhicules qui ont été gravement endommagés. On le voit. Et on comprend au final pourquoi. Là-dedans, c'est des malfaiteurs d'habitude. Il y en a un qui est recherché pour 46 mois de prison. Vous savez, maintenant, pour prendre 46 mois de prison,
il faut déjà bien le vouloir. Hein. Et un autre qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Donc on est sur une équipe qui préparait sûrement un mauvais coup. Hein. Trois hommes et une femme, la nuit, avec une voiture volée. En plus, ils étaient pris de boisson. Donc ce qui fait qu'ils sont à l'offensive en permanence. Donc les gendarmes et les policiers, la nuit, maintenant, se trouvent confrontés à des dangers incroyables. Et c'est même étonnant qu'ils aient pas ouvert le feu. Parce que, si vous voulez, pour des faits qui apparaissent parfois moins graves, là, ils ont réussi avec un pistolet à impulsion électrique à neutraliser le porteur du poignard, mais ils auraient très bien pu, la nuit, en bande organisée, ils auraient très bien pu tirer avec des armes, tout ça pour retrouver des gens bourrés qui avaient volé une voiture et qui préparaient un mauvais coup. Et c'est vrai que Fabrice Hakoun, malheureusement, on a l'impression que pour les gendarmes, les policiers, quand ils interviennent, il faut évidemment peser chaque risque. Et comme le disait Jacques Morel, finalement, c'est-à-dire que parfois on dit qu'il faut arrêter la course-poursuite. Oui, mais effectivement, si derrière il y a un accident, on va dire que les policiers ne sont pas intervenus. En revanche, s'il y a une course-poursuite et que les forces de l'ordre percutent le véhicule, on va aussi dire que c'est de la faute des forces de l'ordre. On a vraiment l'impression qu'à chaque fois, en fait, la personne qui est en tort et qui a défié la loi peut quand même se retrouver à la fin victime. Je pense que c'est en grande partie lié au fait qu'on a une vision de la justice en général. Je parle vraiment de la justice au sens philosophique, qui est une vision qui date de la fin du 19e, début 20e, et peut-être même de la révolution des Lumières, c'est-à-dire cette idée que la présomption d'innocence était absolument essentielle, sacro-sainte, et que les droits de la défense devaient être absolument préservés. Alors ça, c'était à une époque, mais aujourd'hui, on est encore dans cette philosophie où finalement on fait prévaloir les droits de la défense sur les droits des victimes. Et effectivement, je vous rejoins quand vous dites que le plus grand risque, c'était que si on ne les arrêtait pas, ils aillent percuter une famille ou d'autres. Et le problème, c'est que les policiers ou les gendarmes sont obligés en permanence de peser le pour et le contre. Mais là, en l'occurrence, c'est aussi une voiture. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre je voudrais rendre hommage à mes collègues, ce que je disais tout à l'heure en tant qu'officier de réserve opérationnel rattaché à la DGGN. Je voudrais leur rendre hommage parce que ça montre aussi le niveau de préparation et de formation des personnels. Parce qu'il faut un sang-froid pour être face à un homme qui sort un couteau, sachant que là, on est clairement en légitime défense, pour ne pas tirer, pour préserver la vie malgré tout, qui est vraiment, je crois, essentiellement l'apanage des gendarmes, qui sont des militaires. Et qui savent effectivement à la fois faire preuve de sang-froid, et Bernard Conadat, qui savent aussi évaluer une situation en très peu de temps. Parce que, comme vous le dites, il y a beaucoup de questions à se poser. Quand on est en train de poursuivre une voiture qui a contresens sur une 4 voies, il faut à la fois être dans l'action tout en se disant qu'est-ce qu'on fait, quelle est la bonne stratégie, quel risque on prend. Il faut peser tout ça dans un temps vraiment infime. Oui, là, on n'est pas dans le syndrome Robin des Bois, c'est-à-dire on joue au chat à la souris et on essaie de s'en sortir et puis de se filmer pour montrer. Là, on est vraiment dans une équipe qui préparait un mauvais coup. Sans doute, vous l'avez dit, Général, parce que comment, sinon, ne pas allumer des phares et tout simplement être à visage plus découvert. Ce qui est inquiétant, vous l'évoquez, Élodie, c'est que lorsqu'on est dans une voiture, dans ce type de situation, on est avec une arme par destination. Une arme, une voiture qui peut causer des dommages et la mort vis-à-vis de ceux qui sont aussi sur la route. Je ne parle pas des passagers, mais là on a affaire à effectivement une équipe de voyous, mais aussi vis-à-vis des gendarmes qui, on l'a vu ces derniers temps, sont la cible de ce type de conducteurs qui n'hésitent pas, dans certains cas, on a vu toute cette semaine, à rebrousser chemin pour les prendre comme cible. Ça, c'est extrêmement nouveau. Il faut quand même affirmer, et c'est le rôle du ministre de l'Intérieur, une totale solidarité et un soutien, ministre aussi des Armées, puisque la gendarmerie en fait partie, un total soutien à ces corps aujourd'hui qui sont en permanence, non l'exercice de leur fonction, à mettre en danger leur vie. Il ne s'agit plus uniquement d'une organisation de la circulation, de l'organisation de la voie publique. Il s'agit tout simplement à chaque moment de sauver leur vie. Dans les barrages, au cours tout simplement des contrôles d'identité. Et c'est bien ça aujourd'hui pour lequel, et j'écoutais Fabrice, il a raison, d'inverser cette charge de la preuve parce que à tout moment, celui qui est censé faire respecter l'ordre est devenu
en puissance celui qu'on va condamner. Et c'est cela aujourd'hui qu'il faut inverser. C'est vrai que Jean-Michel Salvatore, à l'instant, Bernard Conadad parlait de l'importance du soutien, y compris des ministres concernés, parce que ce que nous disent toutes les forces de l'ordre qui viennent sur ces plateaux, c'est nous, on est prêts à agir, on est prêts à aller au contact plus fréquemment s'il le faut, mais en revanche, il faut que derrière, on soit certain de ne pas se retrouver systématiquement mis en cause. Donc le soutien, il est sans doute d'une part symbolique, mais il faut aussi qu'il soit très concret. Alors, c'est vrai que le soutien, il existe de la part, à mon avis, de l'opinion publique. L'opinion publique soutient sa police dans une très grande majorité. Là où il y a peut-être plus de difficultés, c'est au niveau politique. On l'avait vu avec l'affaire Naël, vous savez, où le président de la République, Emmanuel Macron, avait finalement pris fait et cause pour Naël contre le gendarme. Mais moi, ce que je trouve absolument affolant quand on y réfléchit, c'est qu'aujourd'hui, en France, la peur du gendarme n'existe plus. C'est-à-dire que les malfrats, les délinquants n'ont plus peur du gendarme. Et finalement, ça, c'est quand même le signe du délitement de l'autorité de l'État. À partir du moment où on n'a plus la peur du gendarme, parce qu'on sait que de toute façon, même pas mal, même pas peur, il n'y aura pas de sanctions et que les peines de prison ne seront pas appliquées, ça manifeste finalement un délitement complet du système et de l'État. Et ça, je trouve que c'est quand même très inquiétant. Et c'est vrai qu'on finit par s'y habituer, en fait. Malheureusement. On voit ça tous les jours, etc. On dit, bon, voilà, il y a un délit de fuite toutes les 20 minutes. Mais c'est gravissime. Et moi, je ne sais pas... mais si vous êtes au volant de votre voiture et que vous avez un gendarme qui vous arrête, vous vous arrêtez. Oui. Bon, il y a plein de gens qui ne s'arrêtent plus parce qu'ils n'en ont plus rien à faire et que finalement, l'autorité des gendarmes, des policiers et de l'État, ça n'existe plus. Oui, et d'ailleurs, même rapidement, Fabrice. Oui, juste si on peut préciser quelque chose, c'est une spécificité de la France. Vous savez que si on prend des pays qui sont des pays équivalents aux nôtres, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc., c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Donc il faut se poser la question de pourquoi c'est une spécificité française. Pourquoi cela arrive chez nous. C'est vrai que Rachel Kahn, pour prolonger ce que disait à l'instant Jean-Michel Salvatore, non seulement ces personnes n'ont plus peur de l'uniforme de la police, des gendarmes, mais au contraire, ils deviennent une cible. C'est pas juste défier l'autorité, c'est véritablement vouloir s'attaquer à l'autorité. Exactement. Donc il y a deux choses. D'un point de vue idéologique, calomnier les policiers, les intimider. Et on a vu effectivement certains partis politiques, notamment à l'extrême gauche, la police tue. Vouloir aussi importer l'affaire George Floyd sur notre territoire pour pouvoir mieux scinder notre société, la couper, la fracturer et se dire que finalement, dès que vous avez un uniforme, vous êtes un méchant, vous êtes le mal, vous êtes raciste et j'en passe et des meilleurs. Donc il y a ça, mais il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux qui a permis d'alimenter cette haine de l'uniforme. Mais comme on le disait tout à l'heure pour la drogue, je pense qu'il faut que les policiers aillent encore plus loin dans la prévention et d'aller dans les écoles dès le plus jeune âge aussi. Jacques Morel, un dernier mot sur ces refus d'obtempérer. C'est vrai que ce qui est malheureux, c'est qu'on voit des forces de l'ordre qui restent motivées, évidemment, qui sont engagées pour servir leur pays. Et on voit pourtant à quel point elles sont devenues des cibles. Là, on parle des refus d'obtempérer. C'est vrai aussi quand elles patrouillent dans la rue. Et ce discours faisant du policier, du gendarme, un ennemi, chez certains, il a vraiment infusé. Et donc, l'ennemi, on cherche à l'attaquer. Oui, alors en plus, pour rebondir sur ce que disait un de vos invités, dans les effectifs qui étaient là, il y avait 2 réservistes. Donc vous avez des gens qui donnent de leur temps, ils sont instituteurs, commerçants, ouvriers, ils donnent de leur temps pour améliorer la sécurité de leur pays et ils viendraient à mourir devant des gens comme ça qui n'en ont rien à faire des conséquences de leurs actes, aussi bien dans les percussions des véhicules que de les menacer de mort avec des armes blanches. Alors, quand on nous rappelle qu'il y a 25 000 refus d'obtempérer par an, on pourrait, alors qu'on nous annonce, si vous voulez, des mesures importantes pour la route, les grands excès de vitesse, on va saisir les voitures. Si on commençait à saisir les voitures de tous les gens qui font un refus d'obtempérer, ça va peut-être calmer les ardeurs de certains. Alors là, bon, c'est pas le cas, c'est une voiture volée, ils en ont rien à faire. Oui. Mais si on pouvait prendre cette décision de dire, vous avez fait un refus d'obtempérer, votre voiture, elle est confisquée. Le permis de conduire pour les grands excès de vitesse, 3 ans de suspension du permis, avec des vraies sanctions qui seraient appliquées, je pense qu'on pourrait peut-être retomber dans ce qui se passe effectivement dans les pays voisins, où les policiers et les gendarmes sont mieux respectés. On va marquer une pause dans Punchline. Merci Juliette Sadat d'avoir été avec nous.